Bonjour, Françoise Vergès, dans cette entrevue pour l'émission À gauche. Quelle est ta définition de la gauche ? Pour la gauche, je partirais peut-être d'un socle, on pourrait dire, qui serait radicalement anticolonial. Pour moi, nous sommes toujours dans un moment colonial, même si évidemment les choses ne sont pas exactement comme au milieu du XXe siècle. Vraiment d'abolir toute forme de colonialisme dans le monde, qui a entraîné et continue à entraîner des dévastations environnementales, des vies perdues, des vies dévastées. Une gauche qui soit justement qui aussi tienne compte de ce qui anime les personnes, quoi, quelles sont les passions, les sentiments, comment se fabriquent, comme disait Gramsci, le consentement, et comment installer du dissensus dans ces consentements, en tenant compte évidemment de différences, même d'affects, de ce genre de choses. Et je dirais que je suis aussi, pour moi, très soucieuse de est-ce que on tient compte des choses vraiment, on peut dire basiques en français, c'est-à-dire vraiment élémentaires, c'est-à-dire est-ce que j'ai accès à de l'eau, de l'air, à de la santé, je dirais quand même à des choses. Ensuite peuvent venir d'autres questions psychiques ou je sais pas quoi. Mais est-ce que j'ai accès à ça? Parce que pour moi, en tout cas, le capitalisme et le colonialisme ont fabriqué un monde irrespirable et inhabitable pour des milliards de personnes sur la planète. Donc, ça serait aussi comment penser à la respiration et à l'habilité, à habiter le monde vraiment d'une autre manière pour mettre fin, parce que voilà. Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est qu'on est aujourd'hui tout à fait conscient, enfin, beaucoup d'entre nous, un monde décolonial, antiraciste, féministe, que les réformes ne suffisent plus, qu'on ne peut pas faire confiance, qu'il y a quelque chose, je pense qu'on a conscience, mais comme sans doute nos aînés ont eu conscience, que nous avons des ennemis implacables. Je pense que nos aînés avaient tout à fait cette conscience et que peut-être ça c'est un peu ce constat, enfin cette idée, c'était un peu amoindri avec l'idée que peut-être les choses pouvaient s'arranger. Ça a été les victoires d'un socialisme mou. Quelle est ton approche du décolonial et a-t-elle un sens dans les pays du Sud ? Moi, je pense que si tu veux, mon approche du décolonial s'enracine aussi dans ma propre histoire, même si les histoires personnelles ne sont pas nécessairement passionnantes, mais je viens d'une famille communiste anticolonialiste, profondément anticolonialiste, du Sud, donc vraiment du Sud. Un communisme très souvent ignoré, parce qu'on va passer son temps à parler des débats européens, enfin une histoire extrêmement eurocentrée du communisme, et dont on oublie tout le versant sud. Donc voilà. Donc moi je viens pour moi, mon expérience ou ma vie s'ancre profondément dans l'anticolonialisme et dans le fait que le colonialisme a profondément marqué le monde et qu'on n'en est pas sorti. Moi, je viens de l'océan Indien, qui est un monde de rencontre entre le monde africain subsaharien, pour l'appeler ainsi, le monde musulman et le monde asiatique, totalement négligé très souvent dans les analyses, parce que même la décolonialité dont tu parles, elle est ancrée dans le paradigme atlantique, dans le monde atlantique, qui est extrêmement important. Évidemment, il y a des renversements, il y a des bouleversements, mais l'oubli justement d'un monde où ce ne sont pas les Européens dans le conflit entre Europe et monde indigène et esclavage ne se construit pas. C'est un monde qui se construit sud-sud avant l'arrivée des Européens. Donc, à partir de là, si tu veux, pour moi, la décolonisation est aussi ancrée dans les théories de Fanon, mais aussi d'autres, c'est-à-dire de la question du Sud, de la question vraiment
de ce qui a constitué le Sud et de comment le Sud va abolir la manière dont le monde a été pensé à partir du XVe siècle. Donc c'est un peu pour dire comme Fanon que la décolonisation n'est pas achevée. Et que ce que tu disais évidemment sur le continent africain ou d'autres, c'est mais enfin de vous parler de quoi on a été débarrassé du statut colonial. C'est comme si vous ne reconnaissiez pas ça, mais évidemment qu'on le reconnaît. Évidemment, ça n'a rien à voir. C'est ne pas dire que la colonisation se perpétue, c'est-à-dire que les formes des formes du colonial perdurent. Que ce soit par exemple pour moi, l'agrobusiness n'est que l'héritier du monde plantationnaire. L'agrobusiness agit, monopole de culture, lien avec les grandes banques, avec les grandes assurances. C'est pas du tout des petits mondes comme ça. La plantation, c'était pas quelque chose d'isolé dans une colonie. C'est les planteurs étaient liés au grand capitalisme, au système monde déjà, et puis de reconnaître aussi l'impact actuel que des scientifiques disent que le colonialisme a parfois c'est quelques siècles plus tard qu'on verra l'impact sur l'environnement, par exemple. On le sait aussi sur la traite coloniale, l'impact qu'il y a eu sur la démographie dans l'Afrique de l'Ouest, que cette partie de l'Afrique n'a rétabli son équilibre démographique qu'au début du XXe siècle, tellement la ponction a été énorme. Donc, est-ce qu'on est sorti de la pensée coloniale, pas du statut, mais de la pensée, de la manière de penser, la manière aussi dont la colonisation reste, un objectif très profond. On va coloniser, je veux dire, le capitalisme va coloniser Mars, ils vont coloniser l'Amazonie. Je veux dire, le terme coloniser n'est pas sorti de votre vocabulaire politique et économique. Pas du tout. Donc, pour moi, ça s'inscrit quand, par exemple, Fanon dit que la décolonisation est un processus historique. Donc, dans ce processus historique, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu toutes les luttes anticoloniales, puis les indépendances, parce qu'il y a aussi toutes les luttes anticoloniales ou les résistances aux conquêtes, aux armées coloniales, puis les luttes pour l'indépendance, armées, et puis depuis les luttes contre l'impérialisme et contre l'extraction absolument énorme. Donc c'est de dire que d'étudier les intrications entre colonialisme, capitalisme et impérialisme. Comment l'un vit avec l'autre, ou l'un sur l'autre, ou sous l'autre. Donc il n'y a pas une seule chose. Donc bien sûr le débat, mais enfin le décolonial ni le fait qu'il y a eu des luttes anticoloniales et qu'elles ont été victorieuses, c'est peut-être une mécompréhension d'un certain, en tout cas d'un décolonial. Peut-être pas exactement ce que théorisent ceux d'Amérique du Sud, qui sont dans des questions aussi. Mais je pense que ces débats sont des débats importants et qui doivent être en lien avec différentes relations aussi à ce que c'est que la libération. Pour les peuples indigènes, il y a beaucoup le droit à la terre. Pour les diasporas, ça ne va pas se poser de la même manière, mais ça ne veut pas dire que une lutte exclut l'autre. Donc, pour moi, comment dire, ce terrain décolonial, c'est de trouver qu'est-ce qui nous rassemblerait dans ces différentes situations qui ont été créées par l'histoire. Qu'en est-il de l'antiracisme politique utilisé par les dominants ? La gauche européenne, dans les années 2000, la fin des années 90, les années 2000, absorbe ces questions, les questions de l'antiracisme avec SOS Racisme, ou avec Ni pute ni soumise en France, mais aussi on peut penser à d'autres choses en Angleterre, enfin je veux dire dans l'Europe, ou même ce que des chercheurs noirs ou des théoristes noirs ont parlé du capitalisme noir qui émerge sous Nixon, c'est-à-dire comment Nixon va favoriser l'émergence d'un capitalisme noir qui va être une illusion évidemment, mais qui va, la question étant de pacifier les panthères noires ou les autres mouvements. Donc on a dans l'histoire évidemment toutes les stratégies de division ou d'appropriation qu'impose le capitalisme. Alors c'est vrai que ça devient beaucoup plus rapide qu'avant. On le voit avec féminisme, tout le monde peut être féministe aujourd'hui, même les femmes d'extrême droite. Et l'antiracisme est devenu finalement un slogan même des grandes corporations. Ça ne les gêne pas.
La diversité peut être absolument une politique capitaliste à un moment donné. Donc la question, c'est un antiracisme politique, comme ce que tu dis, qui est vraiment là, ne pas poser le racisme comme une question d'opinion, pardon, de mauvaise éducation, mais comme structure qui a absolument pénétré les institutions de l'État. Et puis cette invention du blanc qui a été inventée par des blancs. Ce n'est pas j'ai aucune population d'Afrique, d'Asie ou des Amériques n'ont inventé les blancs. C'est les blancs qui ont inventé le blanc, la blanchité, comme un statut, justement, pas simplement comme une couleur de peau, ou je sais pas comment on pourrait, de distinction qu'on peut avoir dans la rue, mais non, mais comme un statut non seulement social, mais psychologique, c'est-à-dire de supériorité, d'accès à la raison, esthétique, d'accès à la beauté, d'accès à tout cela, et où blanc va se coller à une idée de ce que c'est être civilisé. Si on est blanc, on est naturellement civilisé, on appartient naturellement à une civilisation qui a été rationnelle, qui a compris l'art, qui a compris la philosophie, tout cela. Et donc l'antiracisme politique, c'est celui qui va vraiment démanteler ce fait. C'est un peu ce que la philosophe caribéenne Sylvia Wynter dit, c'est-à-dire que l'humain tel qu'il a été inventé par l'Europe du XVe siècle, c'est un blanc chrétien. Donc on n'est pas encore arrivé à une vraie idée de ce que c'est que l'humain, justement débarrassé, libéré de cette construction de l'humain avec un grand H, qui est en fait un homme blanc européen chrétien. Les luttes décoloniales en Asie sont-elles les mêmes qu'en Occident? Peut-être pas le blanc, mais la question de l'Occident, qui quand même finit par être mêlée. Bien sûr, on sait qu'en Asie, il y a une énorme poussée à se blanchir la peau, qui n'est pas simplement l'imitation de l'Occident, qui était aussi la distinction qui se fait entre l'aristocratie et la paysannerie. La paysanne étant dans les champs, elle prend le soleil donc c'est une distinction de classe aussi qui existe en Inde, qui existe même en Afrique, qui existe. Donc cette distinction entre la personne qui travaille des emplois subalternes et puis surtout la terre et la personne qui ne travaille pas la terre. Donc il y a une distinction de couleur qui est liée aussi à la question de classe, de la classe sociale, du temps qu'on a. Est-ce qu'on est obligé de travailler dehors ou est-ce que je peux rester chez moi sous ma véranda à l'ombre? Donc et de toute façon, donc dans cette question-là, il y a ça. Je dirais que pour la Chine ou pour des pays de l'Asie, du Sud-Est et de l'Est, la question de l'Occident est très forte. Et même à l'intérieur, il y a des processus de racialisation. C'est-à-dire les Japonais, par exemple, on sait qu'ils se sont pensés dans leur moment à la Deuxième Guerre mondiale d'une supériorité culturelle et civilisationnelle contre les autres peuples, les Coréens, les Chinois, les Vietnamiens, qui étaient pensés comme étant au-dessous. Donc les processus de racialisation ne sont pas que blanc-noir. Ça, c'est très fort. C'est un peu la chose tout de suite que les gens disent, oui, mais enfin, en dehors des blancs-noirs, il n'y a pas. Mais on voit les processus de racialisation peuvent tout à fait s'exprimer autrement. Les constructions de hiérarchie, on l'a vu au Rwanda, ce que les Belges ont fait, en distinguant constamment les Hutus et les Tutsis menées. On a vu aussi les distinctions que l'Afrique du Sud de l'apartheid a fait entre les différents ethnies. Donc, le racisme est un très grand outil de division des pouvoirs, de la domination, et qui crée aussi des désirs, c'est-à-dire le désir de devenir comme les Blancs, de s'associer aux Blancs, d'imiter les Blancs. Mais c'est une structure de domination qui peut tout à fait jouer à l'intérieur de communautés dont on aurait du mal à distinguer les différences. Une société post-capitaliste, elle va ressembler à quoi? Mon éducation communiste fait que, si tu veux, je ne vais pas découvrir la question de l'exploitation et de la domination à l'école ou dans les livres. Je la vois. Je veux dire, mes parents nous emmenaient partout, chez les ouvriers agricoles, chez les dockers, enfin dans toutes les classes laborieuses de la Réunion, extrêmement exploitées, de manière raciste aussi. Et puis ma mère était une féministe aussi, une communiste féministe, donc il y avait aussi toutes les questions des femmes qui étaient pour moi
absolument, si je dirais, je ne dis pas qu'à 6 ans j'avais une conscience claire, mais en tout cas tout ce que j'ai pu voir a constitué absolument un terrain à partir duquel je pouvais construire une conscience politique, comme on dit. Alors quel serait le monde post-raciste, post-impérialiste, post-capitaliste? Oui, oui. Et je pense que c'est évidemment je pense qu'on doit rentrer. Je pense que c'est très difficile de donner une réponse parce que une réponse, voilà, ça sera ça ou ça, parce que justement ça va comment dire, bloquer l'imagination. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, là où on en est, avec tout ce que l'on sait, tout ce qu'on a appris des défaites et des victoires du passé, et puis des luttes depuis, et des luttes depuis toujours, on peut justement commencer à se demander, mais c'est quoi exactement? Ça va être quoi exactement? Et moi, de nouveau, je te dirais que je pars, notamment dans un manuscrit que je viens de terminer, je propose, tu vois, la politique de l'élémental, de ce qui est vraiment du bas, tu vois, de ce qui va faire une vie. Et donc, qu'est-ce que ça serait une planète respirable et habitable pour toutes et tous? Et donc, nécessairement, une planète qui n'est pas détruite, dévastée, exploitée, extraite, j'entends des centaines de milliers de personnes sur les routes, les envoyant à la mort dans les montagnes, les forêts ou dans les mers, ou à cause de sécheresse ou de distension. Donc, ça serait ça. C'est comment on va à la fois faire un monde, comment dire, confortable, c'est-à-dire avec des choses l'accès à l'eau facile, l'accès à des progrès techniques qui ont eu lieu et dont on va pas nécessairement peut-être se passer, mais de redire. Ça serait de prendre chaque question. Alors, dans ce monde-là, il y aura encore des ordinateurs. Ah oui, d'accord. Mais alors, comment seront-ils faits? Comment seront-ils faits? Par qui? Est-ce qu'on continuera à extraire de manière aussi dense les minéraux qui sont nécessaires au computer que nous sommes tous les deux en train d'utiliser pour pouvoir se parler? Je veux dire, je pense que c'est chaque chose, enfin pas chaque chose, mais tu vois ce que je veux dire, qui doit être considérée sans dire il y a qu'à faut. Bon, je pense que pour moi, c'est de dire bon, alors voilà, à chaque moment où il y a un problème qui se pose, où on voit exploitation, extraction, dépossession. Ah bon, ben alors comment on fait? Comment on fait pour répondre à ça? Alors, le droit à la terre des peuples indigènes. Ah bon, ben comment on fait? Autant la restitution des objets. Ça veut dire quoi? Comment? Qu'est-ce des musées? Autant la question d'une planète respirable. Mais qui fait pourquoi l'air est irrespirable? Pourquoi il y a tant de personnes qui meurent d'air pollué chaque année? Et pourquoi ce sont essentiellement les communautés non blanches qui sont touchées? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, on va me dire simplement, par exemple, arrêter l'énergie fossile. Oui, mais enfin, c'est pas seulement ça. C'est le fait que même la manière dont les villes ont été construites fait qu'il y a des quartiers qui sont abandonnés à côté de quartiers qui bénéficient de jardins, d'arbres, de petits oiseaux qui chantent, tu vois. Donc, c'est vraiment repartir. Je pense que le monde libéré, le monde de la libération, c'est le monde qui réinvente une vie vivable. Comment articuler les luttes? Je pense qu'il y a des luttes chaque jour, si tu veux. Il y a des luttes chaque jour. On voit je pense qu'aussi il y a de nouveau moins, si je puis dire, d'abstraction au sens pas que je serais contre la spéculation, pas du tout, hein. Et vraiment que de nouveau les questions vraiment qui étaient des questions après tout, pain et liberté, qui était une demande des deux révolutionnaires, revient comme une question absolument centrale. Tu vois, les luttes dans les banlieues françaises, mais aussi les luttes des jeunes sur le continent africain, c'est quoi? Mais on veut vivre. Et donc, de reposer la question mais c'est quoi une vie? Tu vois, et non pas la vie que nous propose le capitalisme, l'hyperconsommation, le nombre de likes qu'on voit sur les réseaux sociaux, et tout ça, c'est-à-dire vraiment, on est submergé par des modèles qui sont des modèles destructeurs, mais en même temps désirables. Je parle pas simplement je sais pas moi, du gourou de la tech là-bas, je sais pas, qui a des yachts de 15 étages.
mais ce qui est proposé comme désirable. Donc, quels sont nos désirs? Quels sont nos désirs? Tu vois? Quels sont nos désirs que vraiment et qu'on ne s'empêche pas de dire mais moi je ne veux pas d'une vie comme ça, tout ça. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, à partir du moment où on dit on va pas renoncer à tout ce que d'une certaine manière des découvertes technologiques ou scientifiques nous ont apporté et qui ont quand même amélioré les choses. Je sais pas moi je te dis n'importe quoi, le fait qu'on ouvre le robinet, qu'il y a de l'eau qui coule, quoi, tu vois, que je sois pas obligée de faire 8 kilomètres comme beaucoup de petites filles dans le monde pour trouver de l'eau. Tu vois, et alors donc à partir de là, bon ben je fais comment pour que ne soit pas privatisé et que l'eau auquel j'ai accès, ça veut dire la dépossession à d'autres, tu vois. Donc c'est vraiment des questions concrètes que se sont posées très souvent les révolutionnaires dans les temps passés. C'est-à-dire au-delà de dire il faut abolir cela, eh ben oui, et imaginez, c'est un peu, tu sais, comme ce que sur les personnes qui sont pour l'abolition des prisons, qui disent mais il faut oser penser à ça. Il faut pas tout de suite dire ah mais c'est impossible, qu'est-ce qu'on va faire des criminels? Non, on pense déjà, on pose cela comme vraiment possibilité. C'est possible, c'est absolument possible. Et on voit après. Plutôt que si on commence à non mais c'est impossible, on n'y arrivera pas. Bien évidemment. On peut même pas imaginer quoi que ce soit. Comment les dominants luttent? On peut pas sous-estimer, c'est que chaque jour, leur machine de propagande idéologique doit se remettre en place. Ils ne peuvent jamais se reposer. Nous non plus, mais eux non plus. Chaque jour, ils doivent relancer dans les médias, la télévision, la radio, dans les journaux, dans la mode, partout. Ils doivent relancer leur idéologie. Ils doivent dire non, mais soyez contents d'être dominés, vous aurez une petite place si vous êtes gentils. En fait, toutes les choses, toute leur stratégie, doivent être, et puis de choisir quelques-uns parmi nous, quelques-unes. Ah, mais regardez ceux-là, celles-là sont respectables. C'est pour ça qu'on les appelle. Soyez respectables et vous aurez peut-être une petite place. Donc, et chaque jour, ils ont besoin. Alors, c'est à la fois le bâton, le coup sur la tête, la prison, la diffamation, les attaques médiatiques sur les réseaux, ou carrément la mort, certaines. Ou alors c'est, écoutez, on va vous acheter, mais à ce moment-là, vous allez quand même un peu obéir. Toutes les luttes doivent-elles converger? Je pense que les personnes, quand elles se battent, les personnes qui sont, je sais pas, les personnes qui font des grèves, tout ça, elles savent qu'elles sont dans une lutte qui n'est pas simplement sur un salaire ou sur des conditions de travail. Elles savent que ça tient à plusieurs choses. Donc, elles le savent. Elles n'ont pas besoin d'une convergence. La convergence, elle est déjà là dans la lutte même. Dans le fait, par exemple, d'occuper un endroit, de maintenir une grève pendant des mois, avec l'organisation de solidarité, l'organisation du piquet de grève, tout ça. C'est dans ces pratiques-là, chaque jour, que se construit une conscience transversale, si je puis dire, de conscience que ah oui c'est vrai, on n'avait pas fait attention à ça, et bon, et puis alors il y a des femmes qui réclament si, par exemple dans l'usine, et comment on va, voilà. Donc ça, je pense que ce sont des expériences vécues beaucoup plus que des questions de théorie. Je pense que les personnes qui se battent ont tout à fait développent des consciences transversales, intersectionnelles, pour utiliser ce terme. Ensuite, l'idée que, par exemple, toutes les luttes doivent converger, non, je ne pense pas non plus nécessairement. Je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, elle est très, très éclairante. C'est pendant, je la répète donc encore une fois, c'est pendant la guerre du Vietnam, des communistes italiens vont au Vietnam du Nord et rencontrent Ho Chi Minh. Donc, la délégation demande comment on pourrait vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et Ho Chi Minh parle de la guerre du peuple vietnamien, des luttes, tout ça. Alors il demande mais comment on peut faire vous aider, enfin la question de l'aide. Et Ho Chi Minh finit par leur répondre mais vous retournez en Italie, vous faites la révolution chez vous, ça va nous aider. Et c'est cette idée que si tu veux, et on le sait que toute lutte quelque part élargit la lutte partout. Quand il y a eu toutes les révolutions du monde arabe, ça a élargi les luttes partout. C'était pas simplement la Tunisie, l'Irak en Algérie ou l'Égypte et que c'était concentré là, ou les révoltes qui ont lieu dans le Rif il y a 2 ans.
ou 3 ans, je me souviens, 3-4 ans, ça élargit chaque fois, où les luttes qui se passent, je sais pas, partout. Les manifestations Black Lives Matter en 2020 ont été globales, ont réveillé quelque chose de global, même si la question ne se posait pas de la même manière en Palestine qu'en France ou en Afrique du Sud. Donc c'est les résonances aussi qui jouent. Donc plutôt que d'essayer de trouver quelque chose qui soit, comment dire, formulé de manière absolument universelle ou universaliste, c'est de voir comment les choses renforcent les luttes ici, renforcent les idées qui circulent, les slogans qui circulent, renforcent des luttes ailleurs, et comment elles élargissent aussi la pensée. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Tiens, ce que ces femmes font en Inde, là, j'avais pas pensé à regarder la question de cette manière ou à lutter de cette manière. Tiens, et les fermiers là qui occupent New Delhi en ce moment, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Comment ça va résonner avec les luttes des paysans travailleurs en France? Mais résonner, pas nécessairement converger, mais dans une constamment question à la fois de solidarité. Et comment on peut être solidaire de vos luttes? D'écho constamment, c'est-à-dire de multiplier les feux dans la plaine, si je puis dire, dans la plaine du capitalisme racial, de multiplier les feux pour affaiblir tout ce qui est fait, tout ce qui est lutte, affaiblit cela. Et donc pour moi, c'est plutôt ça qui compte plutôt qu'une formule et que cette formule serait presque, comment dire, servirait de talisman. Vous voyez, tu vois, c'est plutôt que c'est dans vraiment. Et puis alors, si tu veux, dans cette lutte, on voit ensuite les erreurs qui ont été faites ou les avancées, les choses qui auraient pu être mieux faites. Et puis il y a les défaites. Qu'est-ce qu'on apprend des défaites? Qu'est-ce qu'on apprend des victoires? Il y a jamais une défaite totale, mais il y a aussi des défaites. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Donc c'est plutôt d'être dans une confiance dans les mouvements partout et dans une résonance et de faire connaître constamment le fait qu'il y a des feux dans la plaine du capitalisme partout. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des luttes partout. Il n'y a pas un jour. Donc l'idée, non mais en ce moment les gens ils sont trop, finalement, mais c'est justement, si tu veux, c'est de céder un peu, que si on avait une plateforme commune, on réussirait. Que penses-tu de l'approche de l'État-nation de Houriya Boutelja? Non, je comprends tout à fait ce qu'Houriya défend, c'est-à-dire que contre des formes supranationales qui se disent donc plus ouvertes, plus inclusives, et qui sont en fait des institutions totalement oppressives comme l'Union européenne. Donc, qui construisent une Europe qui n'est pas vraiment l'Europe des peuples, si je puis dire. C'est pas une Europe des personnes d'en bas, c'est une Europe d'en haut, qui ne tient pas compte, qui au contraire s'exerce pour opprimer au nom justement de cette suprématie les peuples dans chaque État. Vous devez maintenant accepter les normes européennes au nom de grandes valeurs encore plus importantes que les valeurs nationales. Et pendant ce temps-là, évidemment, les sentiments des personnes qui habitent là, les sentiments dits nationaux ou sont complètement brimés. Donc, je comprends tout à fait l'argument d'Houriya et je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais à partir de là, la question pour moi aussi se pose de quelles sont les formes d'organisation que nous voudrions. Est-ce que nous voudrions la perpétuation d'États-nations? Il y a des tas de personnes dans le monde pour qui l'État-nation, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas. C'est vrai qu'en France, évidemment, l'État-nation est très fort, il est très ancien, il est très vieux. Il s'est complètement construit sur l'idée de la France, les Français, la langue française, l'histoire française. Mais il y a des tas d'endroits dans le monde où il n'y a pas du tout ce sentiment d'appartenir à un seul creuset. Donc, il faut tenir compte de ça. Je veux dire, je pense que c'est. Il y a plusieurs niveaux, par exemple. Il y a un niveau, on pourrait dire géopolitique, où j'appartiens quand même à cet État et je ne veux pas qu'il soit soumis à des diktats géopolitiques supranationaux. Et puis il y a aussi à la fois l'internationalisme.
L'internationalisme qui exige que je dépasse mon sentiment national et que je sois dans un sentiment d'internationalisme avec des luttes partout. C'est-à-dire que alors, prenons l'exemple de la France. Alors, si je suis française, qu'est-ce que c'est d'être une Française décoloniale? C'est-à-dire, quelles sont les luttes que je mène contre l'État-nation français pour être plus proche de l'idée que Auria avance, par exemple. Qu'est-ce que je dois attaquer dans l'État français actuellement, qui justement va à l'encontre de l'idée qu'Auria développe dans le Paris du Nou, dans Bof et Barbare. Donc, c'est ces choses-là. Et puis, on a quand même des exemples aussi d'États-nations qui ont été construits sur la répression de minorités, comme on dit, de minorités linguistiques, culturelles. Donc, est-ce que c'est un fédéralisme qu'il faut avoir? Tout cela, à quel moment le nationalisme vire à l'ultranationalisme? Comment contenir ces dérives qui ont quand même été observées? Je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dont je parle. Donc, pour moi, si tu veux, un concept comme celui-là est un concept qui peut être utile, mais qui doit être constamment retravaillé. Il ne peut jamais rester fixe parce qu'il peut très rapide. Il pourrait, tu vois, glisser. Tu as dit que les luttes antiracistes ou décoloniales ne sont pas des luttes identitaires. Comment peux-tu expliquer cela? Il y a une manière dont les identités ont été, cette politique a été capturée par le néolibéralisme et par aussi, on pourrait dire, une espèce de psychologie pacificatrice. Je m'occupe de mon moi, je m'occupe de mon identité, de mon valeur, tout ça, et ça va m'aider. Ce que les féministes noires du Combahee River Collective, par exemple, qui ont été les premières à parler de identity politics, ce n'était pas du tout dans un sens de parler de moi. C'était dans le sens de dire qui sommes-nous justement. Alors pour elles, qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire et que ça n'était pas dissous dans une espèce d'universalisme abstrait. Ça avait une histoire, c'était ancré quelque part. Mais c'était pas en sens de simplement de célébrer une certaine identité, c'est de dire que cette identité est forgée historiquement, elle est forgée dans la lutte, elle est forgée avec d'autres. Et c'est ça. Donc, quelles sont les identités de lutte, si on peut dire, ou les identités dans lesquelles on va se émerger, pour ne pas terminer simplement dans des qui se ressemblent, s'assemblent, quoi. Il faut que je sois avec des gens qui soient comme moi. Il y a personne qui est comme moi. Je veux dire, exactement. Donc, je veux dire, donc c'est ça, et ça peut. Il y a des moments d'affirmation d'identité, oui. Il y a des moments. Je veux dire mais ces affirmations doivent être aussi constamment tendues vers qu'est-ce qui contribue. Qu'est-ce qui contribue à la libération? Il y a un débat entre s'appelle Life in Rehearsal entre Robin Maynard, qui est une activiste africaine-américaine, et Leanne Betasamoke Simpson, qui est une amérindienne du Canada. Et elles discutent de ça parce que c'est vraiment deux identités, on pourrait dire, dont l'histoire n'est pas du tout, ne forge pas de la même manière, tout ça, hein, d'appartenu à un peuple amérindien, donc génocide, dispossession, tout ça, ou d'être arrivé dans la cale du bateau négrier. Et donc, qu'est-ce qui peut, en même temps, à partir de divergences et de différences tout à fait réelles, qui ne sont pas du tout imaginaires, qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Et donc, c'est tout un dialogue que je trouve intéressant parce que justement, ça n'hésite pas à aborder des questions. Oui, mais enfin, là, toi, tu n'es pas comme moi, quoi. Tu vas pas. Et elle l'aborde et c'est dans cette conversation que je pense qu'il y ait que c'est intéressant, que c'est intéressant parce que il peut, je veux dire, en soi, si tu veux, pourquoi pas les questions identitaires, mais il y a une manière où la psychologie néolibérale a tout à fait compris que ça pouvait être aussi, il y avait une forme que la reconnaissance, si tu veux la demander, pouvait être absorbée dans quelque chose qui serait que du narcissisme du moi. Ils ont compris
que c'était pas simplement une reconnaissance de lutte ou une reconnaissance collective ou la reconnaissance, tu vois, que ça pouvait totalement glisser dans l'individualisme. Ils sont pas bêtes, ils nous lisent, hein, ils nous lisent. Si tu veux, il y a une manière où la reconnaissance peut absolument, le désir plutôt de reconnaissance, peut totalement absorber quelque chose et de penser, mais pourquoi je suis pas reconnue? Et on doit se demander, quelle est la forme de reconnaissance? Est-ce qu'on veut constamment être reconnu par le système de domination? Qu'est-ce que ça me fait que tous les gens patriarcaux me reconnaissent? Je dirais, bon, je m'en fous. La question, ce n'est pas qu'ils me reconnaissent. La question, c'est qu'ils me respectent et même qu'ils aient peur de moi et qu'ils me craignent. Quelle position adopter quand on est de gauche et on profite des richesses d'un pays comme le Canada, bâti par le vol des terres autochtones? Ben, le colon de ce cas, je veux dire la personne qui arrive à cause des possibilités qu'offre aujourd'hui la circulation ou le fait qu'on puisse plus vivre dans son pays, hein, et qu'il y a des pays qui sont accueillants, donc on peut arriver tout d'un coup en Suède ou je sais pas, ou dans des pays où il y a des populations natives, indigènes, et que on est évidemment on profite, on bénéficie de la colonisation qui a été faite, puisqu'on arrive dans un pays où certaines choses nous sont possibles et ont été rendues possibles à cause de cette colonisation. Donc, qui n'est pas exactement la position du colon du pied noir exactement, qui lui. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même parfois plus de privilèges et d'avantages que les personnes indigènes, même en étant pas nécessairement riches et puissants. Donc la question, c'est plutôt de travailler, pour moi, hein, c'est de travailler avec les populations autochtones et de voir quelles sont les formes de solidarité qu'elles demandent. Parce que partir, c'est aussi peut-être se débarrasser de la question. C'est oui, mais partir où de toute façon, où qu'on soit, on participe. Il n'y a pas d'endroit pur. C'est quoi l'endroit pur? Même si on est en France, on vit ici grâce au travail. Je veux dire, par exemple, moi, je suis pas en train de balayer la rue. C'est pas mon travail. Et donc, je peux sortir dans la rue à l'époque. Je bénéficie du travail qu'on fait des éboueurs le matin, je sais pas quelle heure. Donc, je veux dire, je suis dans un système capitaliste de classe et d'exploitation et de dépossession. Je veux dire, où est-ce que je vais me réfugier? Quel va être l'endroit? Par contre, ce que je peux faire, c'est de me mettre aux côtés des personnes fabriquées comme les plus vulnérables. C'est-à-dire, pour moi aussi, la définition de Ruth Wilson Gilmore du racisme, dont elle dit que c'est la fabrication d'une vulnérabilité différenciée à la mort prématurée, et selon donc dans des géographies précises. C'est-à-dire que on peut dire que le capitalisme met tout le monde dans la situation de mort prématurée, enfin tous les opprimés, sauf qu'il y en a certains qui sont encore plus sujets, exposés, à cela que d'autres. Donc, dans cette situation, quelle est la situation de solidarité que je mets en place? Pour moi, c'est d'écouter les personnes. Je veux dire, quand par exemple, je me suis jointe au piquet de grève des femmes de chambre qui faisaient la grève à Ibis-Batignolles, et moi, je me suis mise là, j'ai demandé, vous voulez que je fasse quoi? Elles m'ont dit, si tu te mets là, c'est bien. Juste là, rien de plus. Bon, je me suis mise là pendant l'été ou l'hiver, enfin quand je pouvais. Et puis après, de participer à ce qu'elle demandait, c'est-à-dire, je sais pas, elle voulait que j'aille à une mission, j'y allais. Ou je voulais que je signe quelque chose, je le faisais. Donc moi, c'est une position, si tu veux, la position de la culpabilité est née pour moi pas du tout est totalement sans intérêt, mais totalement sans intérêt. Hein, puis comme Audrey Lorde disait, en fait, la position de culpabilité, ça nourrit le narcissisme blanc, tu vois. Après, qui peut faire de la charité, tout ça, tu vois, le syndrome du sauveur. Pourquoi l'État colonial s'attaque toujours aux femmes indigènes? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, l'État colonial a toujours visé le corps des femmes colonisées, hein, que ce soit en Algérie, dans les colonies africaines ou ailleurs. Moi, j'ai écrit un livre sur notamment les politiques d'avortement forcé et de stérilisation
dans les années 70, donc pas au 19e siècle, hein, dans les années 70, au même moment où les féministes françaises défilaient dans les rues pour demander l'avortement libre et gratuit et l'accès à la contraception, l'État français, qui criminalisait l'avortement et la contraception en France, l'encourageait. Il y avait 6 000 à 7 000 femmes avortées et stérilisées de force chaque année. C'est énorme, hein, c'est une petite île. Hein. Donc, il y a toujours eu, si tu veux, l'État colonial républicain, l'État colonial, l'État européen, a toujours voulu maîtriser le corps des femmes non blanches. Corps des femmes blanches aussi, mais elles ont toujours eu, accès plus facilement ensuite à des privilèges. Donc, de toute façon, c'est son obsession. Et puis, c'est son obsession aussi de diviser les femmes et les hommes des communautés subalternes. De dire que, par exemple, ces femmes, si elles portent la baya, c'est parce qu'elles sont obligées par leurs frères, leur père, etc. Donc, des hommes qui sont plus oppressifs que les hommes blancs, qui sont si formidables et si féministes. Bon. Donc, tu as vraiment évidemment, comme tu dis, plusieurs éléments de l'esprit colonial. Il est là. Et d'ailleurs, avant la baya, il y a quelque chose, mais comme ça se passe dans un territoire d'outre-mer, ça a été beaucoup moins commenté, c'est que à Mayotte, qui est un territoire musulman, massivement musulman, noir et musulman, où la population est noire et musulmane, le directeur de l'agence régionale de la santé, qui est un haut fonctionnaire, hein, qui est très important, a dit que toutes les femmes qui viendraient à l'hôpital public, on leur proposait d'être stérilisées. Parce que c'était mieux pour l'île, il y avait une surpopulation. Cet homme blanc, ou fonctionnaire, s'autorisait à parler de ça en 2023, hein, au début de cette année, tu vois. Et ce sont des femmes noires et musulmanes. Donc c'était, en plus, tu vois, vraiment arrêté. Tu vois, c'est un scandale absolu. Ça a fait très peu de scandales en France chez les féministes blanches. J'ai très très peu entendu. C'est pas que j'ai rien entendu. Il n'y a pas une députée de gauche qui s'est levée à l'Assemblée nationale en disant j'ai entendu ça là, mais c'est quoi là cette affaire là, etc. Donc si tu veux, il y a cet esprit colonial perdure et le fait de viser le corps des femmes. Et ensuite là-dessus, tu as vraiment l'islamophobie, qui d'ailleurs jouait à Mayotte, puisque je te dis c'est une population majoritairement musulmane à Mayotte. Et donc l'islamophobie est structurelle de l'élite française. L'élite française s'est constituée islamophobe. Les musulmans sont à civiliser, à intégrer. Ils ne peuvent pas exister comme autres. Si elles et ils existent comme autres, ce sont des personnes menaçantes. Donc, ça doit être un islam, dilué à la sauce blanche qui peut être acceptable. Donc, il y a une obsession absolue. Et je le fais remarquer qui a été nourri par des féministes blanches au départ. C'est pas des hommes qui ont inventé cette histoire de femmes voilées, de filles voilées menaçantes, puis alors maintenant ça passe à la baya. Ce sont des féministes à partir de l'histoire des jeunes filles voilées dans le lycée près de Paris dans les années où elles ont poussé à cette loi contre le voile en 2004. Ce sont des féministes qui ont offert le discours de l'islamophobie comme discours de défense des droits des femmes. Tu vois? Comme c'était le discours des droits des femmes et de la liberté des jeunes filles, ça masquait l'aspect raciste et islamophobe des décisions. Donc là, de nouveau, c'est pour la liberté des filles, parce que pourquoi on se demande, tu vois, dans ce pays où il y a enfin bref. Et l'islam dans tout ça? Je pense que si tu veux, oui, l'islam a toujours été une menace pour l'élite française, et ça s'accentue, ça s'est accentué parce que c'est un parfait ennemi pour l'élite française républicaine qui se dit laïque, etc., etc. Parce que je le répète, tu vois, ça donne à cette idéologie un semblant de progressisme, puisque c'est soi-disant pour préserver la liberté des jeunes filles qui seraient victimes d'un islamisme fanatique, tu vois. Et donc c'est pour les libérer qu'elles aient accès aux valeurs républicaines et à l'individualisme et à la liberté que la République offrirait à toutes les jeunes filles. Donc oui, je pense que ce qui s'est accentué, c'est aussi
que ce féminisme que j'appelle civilisationnel a un peu sauvé l'État colonial républicain en lui offrant une idéologie qui pouvait, tu comprends, parce que si c'était clairement raciste, ça n'allait pas passer, quoi, tu vois. Mais la question de protéger les jeunes filles et les filles, alors là, c'est parfait. Alors là, c'est parfait. C'est extraordinaire, tu vois, parce que c'est ça qui va passer, tu vois. C'est ça qui va passer. Non, mais là, on est en train de protéger la liberté des jeunes filles et des filles, tu vois. Donc, qui va être contre, tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un féminisme qui a réussi à intégrer l'État et qui a fourni à l'État cette idéologie et qui l'a renforcée au fur et à mesure où l'État, de toute façon, faiblit aussi. Parce que si tu veux, ce sont des réactions face à des contestations extrêmement dures, comme on a vu les révoltes après le meurtre du jeune Naël. Donc l'État réagit de manière, l'État réagit par la répression, dont la répression, ça peut être évidemment l'expulsion et tout choses comme ça. N'oublions pas aussi que le ministre de l'Intérieur a proposé d'expulser les familles dont des enfants auraient participé aux révoltes, de les expulser de leur logement. On est absolument en pleine, il n'y a pas plus raciste. Il n'y a pas plus raciste. Donc, si tu veux, pour répondre exactement à ta question, il y a à la fois le fait que cette élite naît dans l'idéologie coloniale, elle ne s'en est jamais libérée, elle est dedans. Ça se transmet dans les écoles, dans les grandes écoles, dans l'État. Et le fait que le féminisme aussi fournit ça. Et d'ailleurs, des féministes racisés, qui participent à ça. Ce qui est pour l'État est tout bénef. Donc oui, il y a un féminisme qui est un féminisme aujourd'hui impérialiste. Les femmes et les hommes constituent des classes sociales. Es-tu d'accord avec Christine Delphy? Non, je pense que si tu veux, en faire une classe, ça voudrait dire qu'il y a s'il y a des classes, c'est qu'il y a une classe opposée, quoi. Je veux dire, s'il y a des classes, c'est qu'il y a une classe dominante et une classe dominée. Je veux dire, on n'est pas. Donc la classe dominante, ce serait les hommes, et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il y a des hommes d'un côté. Je pense que il y a des hommes qui sont racisés, qui sont construits comme inférieurs, comme subalternes de fait. Je dis souvent que un homme noir ou un homme arabe peut être un patriarche chez lui, un tyran domestique, mais quand il sort, il n'est plus qu'un noir et un arabe. Voilà, donc ce côté comme ça de diluer les différences, la manière dont les masculinités ne sont pas les mêmes, les patriarcats ne sont pas les mêmes. Il y a un patriarcat, vraiment le patriarcat blanc a été le patriarcat dominant durant la colonisation. Enfin, tu le sais pour l'Algérie, ça a été d'affaiblir les pouvoirs des hommes. C'était très important. C'était très très important d'imposer une masculinité blanche. Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est ce qu'on voit. Il y en avait un fameux président qui a dit, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans. Tu vois, c'était ça. Donc, qu'est-ce que c'est que devenir un homme? Je ne pense pas que ce soit la même chose partout. Je ne pense pas que les mêmes. Enfin, c'est pas que je pense pas, j'en suis sûre. Je suis convaincue. Ça n'a rien à voir. Et que ça ne veut pas dire que les patriarches non blancs sont plus sympas. Mais comment dire, ces formules totalisantes, je trouve, ne font pas attention au dynamisme et à des formations qui historiquement, culturellement, religieusement sont différentes. Et puis à l'intérieur même, tu peux avoir des pères dans des familles qui ne vont pas être contre la liberté de leurs filles et de leurs femmes, alors qu'ils appartiennent aussi à la même culture ou société qu'un autre qui va empêcher. Donc ce côté et puis de toute façon, il y a une autre chose, c'est comment, si tu veux, les patriarches qui se retrouvent ensemble, blancs et non blancs, ce n'est pas c'est aussi parce qu'ils défendent une politique d'exploitation et de dépossession.
C'est pas simplement, tu vois, ils s'entendent. Et puis on voit bien que l'Occident, c'est de manière stratégique de temps en temps. Ah tiens, ce patriarcat ça va pas, mais celui-là ça va quand même. Je veux dire, l'Occident a eu à sa tête des sexistes absolus. Je veux dire, le sexisme, il y en a eu un aux États-Unis là, il y a pas longtemps. Je veux dire, de quoi on nous parle? Non, je suis pas. Si tu veux, je respecte énormément Christine Delphi pour ses positions anti-islamophobes, pour le courage qu'elle a eu à une époque. Moi, j'étais pas en France à ce moment-là, mais le courage qu'elle a eu pour s'opposer à ça, parce qu'elle s'est fait vraiment insulter. Mais sur cette question d'analyse de la question des femmes, non, je suis pas de dire que les femmes sont une classe. Les femmes ne sont pas toutes sœurs. Il n'y a pas de sororité universelle. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.